Bonjour à tous. Bonjour. Donc nous, c'est Louise et Alix. Et on est deux des mamans des petits biscuits Quignon. C'est des petits biscuits au Maxi Impact. Maxi Impact, parce qu'ils sont anti-gaspi. Anti, parce qu'ils sont fabriqués par des personnes en situation de handicap dans un ESAT près de Nantes. Et anti-gaspi, parce qu'on récupère les invendus de pain de la région nantaise, qu'on broie et qu'on intègre à la pâte à biscuits. Et le but, c'est d'aller toujours plus loin dans l'anti-gaspi en valorisant d'autres invendus ou d'autres coproduits. Et c'est pour ça que les industriels viennent nous chercher, parce qu'ils ont par exemple des coques de macarons qui n'atteignent pas la bonne taille, des chutes de crêpes, etc. Et donc on travaille avec eux pour valoriser ces produits. Et en fait, initialement, nous on est trois, et on est toujours trois. Donc Alix, moi et Katia, notre troisième, on est les trois drôles de dames de la biscuiterie, auto-proclamées. Et on s'est rencontrés dans une association qui œuvrait pour l'insertion des personnes en situation de handicap. Donc en fait, on était vraiment dans un projet agroalimentaire, parce qu'on est toutes les trois ingénieurs agroalimentaires. Et dans cette association, on s'est rendu compte vraiment du manque d'activité pour les personnes en situation de handicap. Il faut savoir qu'ils sont 2 fois plus touchés par le chômage que la moyenne nationale. Oui. Et au niveau anti-gaspi, en fait, comme on vous disait, il y a beaucoup de chutes sur ligne, et donc du coup, on récupère ces matières-là pour faire des biscuits anti-gaspi. Et c'est pas grave. Et du coup, en fait, dans cette association, on s'est rencontrés. Je reprends l'histoire de qui nous sommes. On s'est rencontrés. On avait un projet agroalimentaire. On allait dans les ESAT tous les jours. Et quand on n'allait pas bosser avec eux, on se retrouvait vraiment avec des personnes qui jouaient au Uno, qui n'avaient pas d'activité. Et on s'est dit, il y a un vrai besoin d'activité au sein des ESAT. Ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est que dans un ESAT, je ne sais pas si vous connaissez un peu le monde des ESAT, mais dans les structures du handicap, ils ont souvent une centaine de personnes accompagnées. Sur cette centaine de personnes, il y en a quelques-uns qui ont le projet professionnel et l'envie de sortir de l'ESAT, mais il y en a beaucoup qui restent au sein de la structure, et c'est ceux-là qui manquent vraiment d'activité. Et donc nous, on s'est dit, mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est un projet pour ces personnes qui ne sortent pas de l'ESAT et qui n'ont pas d'activité, qui se retrouvent à jouer aux petits chevaux tous les jours, par manque d'activité, quoi. Ouais. Et en fait, il faut savoir aussi que les ESAT, des fois, ils vont accepter des activités, mais qui sont pas du tout rentables pour eux. En fait, c'est vraiment juste pour occuper les travailleurs, mais du coup, à côté de ça, ils perdent de l'argent. Donc nous, notre solution, c'est vraiment le fait d'avoir une activité rentable et pérenne pour eux. Dans la structure. Donc ça, c'est la partie handicap. Et donc, du coup, on a vraiment décidé de mettre notre biscuiterie dans les ESAT. Donc, en fait, on a trouvé un ESAT partenaire qui avait des locaux aux normes agroalimentaires. On a acheté l'ensemble du matériel. On l'a acheté avec eux pour avoir vraiment du matériel adapté. Donc, avec moins de bruit, on a mis en place plein de process pour eux. Donc, on met des gommettes sur les cartons, les emballages, les seaux, ouais. Sur les emballages, par exemple, pour qu'au niveau de la préparation de commandes, les personnes en situation de handicap retrouvent beaucoup plus facilement tous les produits. Donc l'idée, c'est vraiment de simplifier tous les process dans les ESAT pour permettre en fait de créer une structure agroalimentaire mais adaptée. Et pour ça, on travaille avec les moniteurs du coup de l'ESAT qui ont toute cette partie médico-sociale. Nous, on a vraiment le côté ingénieur agro, donc on sait fabriquer des biscuits, on fait la qualité, l'hygiène, mais eux, ils vont apporter le côté médico-social, et on va travailler avec eux, comme disait Louise, sur il faut mettre des gommettes là, il faut mettre des images là, pour qu'ils arrivent à être autonomes sur le process. Et sur la partie anti-gaspi, du coup, comme on était 3 ingénieurs agro, on a toutes les 3 travaillé dans des grands groupes, et on s'est toutes les 3 rendu compte du gaspillage qu'on pouvait trouver sur ligne, que vous connaissez sûrement aussi. Et en fait, c'est là où on s'est dit, c'est pas possible, il faut vraiment qu'on trouve une solution aussi pour ce gaspillage. Et c'est pour ça qu'on est parti dans les biscuits, parce qu'Alix vient de Saint-Michel, et donc elle a volé toutes les recettes. Ouais, et en plus le biscuit, c'est un produit un peu sexy à faire, c'est assez simple entre guillemets, et ça se conserve bien. Donc voilà, les biscuits, c'était notre coup de cœur. Ouais, exactement. Trop facile. Et c'est quand même 10 millions de tonnes d'aliments qu'on gaspille chaque année en France. Donc c'est énorme le volume de gaspillage qu'il y a. Et c'est ce que vous disiez Alix tout à l'heure, c'est que maintenant les industriels, ils commencent à nous repérer, à savoir un peu qui on est, et ils viennent nous voir. Donc donc tu disais des coques de macarons, enfin on en a un juste à côté de la biscuiterie, ils jettent plus de 60 tonnes à l'année, et ils ne savent pas quoi faire de ces tonnes de macarons. Et donc ils ont tous des lignes avec des très gros volumes, et même si on optimise au maximum les process, il y a quand même toujours un pourcentage de perte, et ce pourcentage de perte à la fin de la semaine, c'est des tonnes qui sont jetées, quoi. Donc on essaye de revaloriser et d'aller toujours plus loin dans la démarche.
Oui, et il faut savoir que du coup on a notre premier atelier à Savenel, près de Nantes. Donc on a formé 30 personnes en situation de handicap sur cet atelier. Ils sont 12 au quotidien à travailler. Il faut toujours en former plus parce que y a plusieurs activités dans les ZAT, donc ils sont dispersés. En plus il y en a qui travaillent pas tous les jours, il y en a qui travaillent 2 fois par semaine par exemple. Et du coup voilà, on est toujours obligé d'en former 30 pour en avoir 12 au quotidien sur la ligne. Et pour faire tourner notre atelier, on fait à la terme, quand la biscuiterie tournera à temps plein à 100%, on sera à 150 tonnes de biscuits fabriqués par an. Et c'est quand même 30 tonnes de pain qui sont revalorisés chaque année. Donc là, depuis le début de l'aventure, on a lancé notre aventure en 2021, c'est déjà 20 tonnes de pain qui ont été sauvées. Et en fait, faut savoir que qui sauve un pain, sauve un bain. Parce que d'après l'ADEME, on utilise l'équivalent d'une baignoire remplie d'eau pour fabriquer un pain, en fait, une baguette de pain. Et donc, du coup, c'est quand même pas mal de litres d'eau qu'on permet d'économiser en sauvant toutes ces matières. Exactement. Et c'est 50 000 tonnes de pain qu'on jette à l'année chez les boulangers. Donc, c'est un gros volume. Et du coup, comme on vous disait, donc on a un premier atelier là, ici à Nantes. Et le but, c'est pas de faire une grosse usine ici près de Nantes, c'est de faire plusieurs ateliers en France parce que des invendus, il y en a partout sur le territoire. Et des ESAT en sous-activité aussi. Donc voilà, le but, c'est d'essaimer le projet sur d'autres villes. Et donc, on est en train de parler avec différents territoires, donc avec Paris, Lille, Lyon et Agen. Je le dis, sinon Agropole, ils vont venir nous frapper. et donc, on discute, en fait, on a des ESAT. Les ESAT du territoire, une fois qu'ils entendent parler de notre démarche, c'est eux qui viennent nous voir et qui nous disent « Mais moi, ça m'intéresse de monter une biscuiterie parce que ça leur permet d'avoir des emplois pérennes, d'avoir une rentabilité sur une activité et donc de financer d'autres activités qui peuvent ne pas être rentables. Et ça permet aussi aux structures du handicap de bosser sur des sujets difficiles à aborder avec les personnes en situation de handicap, notamment l'hygiène, parce que l'hygiène en agroalimentaire, c'est indispensable, ultra important. Pour les personnes en situation de handicap, avoir une biscuiterie, c'est un énorme outil pédagogique sur la partie hygiène, parce que c'est pas évident pour tout le monde de se laver les mains avant d'aller en biscuiterie, de se laver les mains en sortant des toilettes. Enfin, c'est évident pour nous, mais pas forcément pour les personnes en situation de handicap. Enfin, pas toutes. Et donc, c'est pour eux un vrai outil d'évolution personnelle des personnes en situation de handicap à travers le professionnel. Et on a aussi des témoignages au niveau des personnes en situation de handicap. En fait, souvent, il faut savoir, ils font quand même des conditionnements. Donc c'est souvent caché. En fait, un ESAT, je sais pas si ça vous parle, mais on en entend rarement parler. On sait pas trop ce qu'ils font. Et souvent, oui, c'est des activités de conditionnement. Par exemple, ils mettent des vis dans des sachets et c'est pas du tout sexy. Là, le fait de faire les biscuits, en fait, ils font vraiment tout. Ils font de la pesée jusqu'au conditionnement et même des fois jusqu'à la logistique. Donc voilà, ils ont toutes les étapes. En plus, en fonction de leur projet professionnel, ils vont se mettre sur certaines activités. Par exemple, il y en a qui vont faire plutôt plus la logistique, d'autres qui vont faire plus la pesée des matières, parce que ça les intéresse plus. Et au niveau des témoignages, en fait, on a eu par exemple des familles qui nous disaient, avant, on savait pas du tout ce que mon oncle faisait à l'ESAT, mais maintenant qu'il y a les biscuits, il en parle tout le temps et il va au magasin nous les montrer, nous les faire déguster, et ça les rend heureux. Et nous, on est trop contentes de ça. Ouais, faites tourner pour que tout le monde puisse goûter. Mais un chacun, sinon il n'y en aura pas assez. Ouais. Voilà, sur les témoignages. Et du coup, pour notre petite histoire, donc je vais retourner un petit peu dans le temps. Nous, on a créé la structure en 2021. On a décidé d'être une société de l'ESS, donc économie sociale et solidaire, avec un statut ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale. C'est un statut qui est méconnu, mais qui va beaucoup plus loin que l'entreprise à mission, que vous devez plus connaître, parce qu'en fait, de par les US, on a forcément une mission, et donc qui va pour le coup dans le solidaire et nous aussi dans l'anti-gaspi. Et ensuite, l'idée, c'est ça va jouer sur toute la gouvernance et sur toute la structure de la société. Ça, c'est un premier point. 2021, on a commencé à fabriquer en local. On avait des personnes en situation de handicap qui venaient sur ligne fabriquer avec nous. Et ensuite, on a fait le tour des ESAT et on a trouvé notre ESAT partenaire à Savenay, donc juste à côté de Nantes, qui avait ses locaux Normagro, et on a installé notre première unité. Ça nous a permis de lancer la gamme emballée que vous voyez là, et donc de rentrer au national chez Biocops, au C'est Bon, Naturalia, qui étaient nos magasins les plus affinitaires au lancement. Et en 2023, on a pu rentrer dans tous les trains TGV Intercités de France. Donc ça, c'était extraordinaire pour nous parce que ça a fait une super visibilité, ça a fait connaître le projet partout en France. Et depuis 2024, on est dans les grandes surfaces, donc dans les paquets qui passent. Vous allez voir, il y a un paquet qui se tient debout qui est pour les magasins bio et un paquet allongé pour les grandes surfaces.
Voilà, chez U, Leclerc, Inter et Carrefour. Et avec eux, l'idée, c'est de récupérer leurs propres coproduits, de les transformer et de leur revendre pour créer vraiment une économie circulaire à l'échelle d'un magasin et d'une enseigne. Et donc, aller toujours plus loin dans la démarche. Ah oui. Et du coup, vous pourrez regarder quand ça va passer les paquets. Donc, on a un film, et en fait, c'est pas un film plastique, c'est un film en fibre de bois compostable à la maison. Donc, en 6 mois, il n'y a plus rien. Et le carton, c'est un carton recyclable, du coup. Et après, on vend en vrac pour les cuisines scolaires, les épiceries. Et en fait, là, on récupère des seaux de cuisine scolaire, par exemple. Ils sont lavés et on met nos biscuits dedans. Comme ça, on rachète pas du plastique, on réutilise déjà du plastique. On va toujours plus loin dans notre économie circulaire. Voilà, donc depuis maintenant, on arrive aujourd'hui, on est contente, on vient de finaliser une levée de fonds, donc on va pouvoir recruter des chefs de secteur et puis on est en train d'avancer sur la démarche. Et je pense qu'on vous a raconté un peu notre vie. Si vous avez des questions, qui soient liées au handicap ou à l'anti-gaspi, on y répond avec plaisir. Et sinon, on peut continuer de raconter notre vie, mais... Vous avez des questions ? Haute voix peut-être. Rachel Billard, Régal Bretagne, réseau d'évitement du gaspillage alimentaire. Je viens juste d'arriver, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais j'avais une question par rapport aux recettes. Comment est-ce que vous gardez en fait la cohérence des recettes avec différents produits, en fait, enfin coproduits? Oui, effectivement, on a eu le sujet parce qu'au départ, on travaillait avec des gros boulangers et on récupérait tout leur invendu de pain. Par exemple, ils avaient un pain au maïs qu'on recevait pas tous les jours, mais dans notre liste d'ingrédients, on avait mis tous les ingrédients de tous les pains possibles qu'on pouvait récupérer. Malheureusement, on s'est fait rattraper un peu par la DDPP parce qu'ils nous ont dit ouais, mais en fait, par exemple, vous avez écrit farine de maïs pour le pain au maïs, mais vous n'avez pas toujours du pain au maïs. Donc en fait, votre liste d'ingrédients est fausse. Donc malheureusement, on s'est remis en question, on a essayé de travailler avec le boulanger il pouvait pas nous faire un tri, c'était trop compliqué, trop long pour eux de faire que les pains avec la farine de blé par exemple d'un côté. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a rencontré des industriels et là on travaille avec Biofournil. Ils ont de la perte en fait sur ligne, donc soit le pain est mal formé, soit la rainure est pas au bon endroit. Et c'est plus pratique parce que déjà on a toujours la même liste d'ingrédients, on a toujours les mêmes batchs et on a toujours la bonne traça aussi, donc c'est quand même plus simple. Et voilà, le fait de travailler avec les industriels, ça va nous permettre d'avoir cette rigueur-là de traçabilité et de liste d'ingrédients. Ça et la disparité des productions aussi, parce qu'un boulanger, un jour, il va avoir beaucoup de pain, le lendemain, il n'en aura pas du tout. Et donc, en fait, on avait aussi parfois des journées de prod et parfois, on ne pouvait pas produire, alors que c'est quand même un modèle où on est rentable si on vend des paquets de biscuits. Donc, c'est pour ça, l'industrie répondait aussi à ce besoin, c'est-à-dire que comme ils ont des grosses lignes, ils font des tonnes par heure, ce que je disais tout à l'heure, et en fait, au final, c'est des tonnes à la fin de la semaine. Donc, nous, on revalorise pour le moment 300 kilos par semaine. Donc, on ne revalorise pas tous les invendus d'un seul industriel sur le territoire. Et là, on travaille avec Biofournil qui nous fournit du pain bio, mais on est en échange avec d'autres fabricants de pain. Et il y en a plein, et ils ont tous des pertes. Et en fait, on n'est pas assez gros pour revaloriser tous ces volumes. Donc, il y avait cette histoire de volume aussi qui permettait. Oui. Et moi, j'avais compris la question autrement, donc je vais répondre aussi autrement. J'avais plutôt compris sur la partie disparité du goût et de la recette. En fait, je sais pas si c'était ça que vous vouliez. Mais en fait, en effet, au tout début de l'aventure, comme on allait chercher auprès des boulangeries, on avait parfois du pain de seigle, parfois du pain blanc, et jamais les mêmes pains. Donc ça, c'est réglé avec les industriels. Mais du coup, on avait fait des tests à l'époque avec différents mix de pain pour voir l'impact sur le goût et sur la texture. Et au final, on n'a que 20% de pain. Enfin, c'est le premier ingrédient de la recette, mais il y a 20% de la recette qui est du pain, et ça n'avait pas d'impact sur le goût ni sur la texture par rapport à la pâte. C'est plutôt la cuisson du pain qui peut avoir une texture. Là, on a du pain pré-cuit, ça se broie mieux. Enfin, c'est des détails techniques, mais voilà. Ouais. Sinon, ça n'avait pas vraiment d'impact goût. Ça n'avait pas d'impact parce qu'on rajoute aussi un peu de farine quand même pour avoir une texture biscuit et avoir une pâte homogène, avoir toujours la même pâte et avoir aussi une texture biscuit après cuisson. Voilà. Ça répond à la question. Du coup, on n'avait pas compris la même chose, mais c'est bien, comme ça on a fait un complément. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Merci. Petite question du coup sur vos employés. Quelle a été la principale problématique que vous avez rencontrée? Tu parles dans les AT? Ouais, par rapport au process que vous avez de production et par rapport à votre schéma et votre belle histoire.
techniquement, je me doute que c'est compliqué à mettre en place. Donc, est-ce que vous avez une problématique principale qui est ressortie? Ouais, en fait, le plus complexe, ça a été de les former au métier de l'agroalimentaire, parce qu'ils n'en faisaient pas du tout. Ils faisaient vraiment du conditionnement. Et là, il fallait qu'ils passent... en fait, ils se sont retrouvés d'un produit juste à conditionner à gérer l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, depuis la pesée des matières premières, la transformation, la cuisson, le conditionnement aussi, et après, toute la logistique. Donc, en fait, sur l'ensemble de ces ateliers, on a eu des sujets qui sont ressortis. Tout à l'heure, je vous parlais de l'hygiène en agroalimentaire. Ça, c'est un vrai sujet pour certains. Sans aller dans les détails, ils ont vraiment des problèmes... parfois des problèmes d'hygiène liés au handicap et ils peuvent rien y faire, donc à nous d'adapter les postes pour pouvoir les mettre sur les lignes. On a aussi toute la problématique de logistique. En fait, on en a beaucoup qui ont le projet professionnel de faire de la logistique et de la préparation de commandes, mais qui par exemple ne savent pas lire. Donc comment on fait pour qu'ils puissent faire de la préparation de commandes sans savoir lire ni écrire, pour me faire la traçabilité, noter quel paquet j'ai pris, quelle date. Donc là, du coup, il a fallu mettre des choses en place avec eux pour que tout soit bien mis en place. Je rebondis parce que du coup, tu as dit nos employés, et je pense qu'on ne l'a pas bien expliqué. En fait, donc nous, on est une entreprise, une SAS avec les us, comme disait Louise. On a du coup des salariés, par exemple sur la partie commerciale, sur d'autres parties. Et avec les AT, en fait, c'est un partenariat qu'on a avec eux. On les a formés sur l'activité. On achète les matières premières, ils fabriquent, on leur paye une main d'œuvre, et nous après on revend derrière le produit. Donc en fait, c'est pas directement nos salariés, mais on est toujours on a une salariée sur place, en responsable prod, qui est toujours présente pour justement aider à la fabrication et à vérifier que tout se passe bien aussi niveau qualité. Ouais. C'est vraiment une co-traitance en fait, c'est une sous-traitance mais on est tout le temps là. Donc on se coince un peu. Et du coup aussi, oui, je sais plus ce que je voulais dire, mais tu m'avais pensé un truc sur le projet de paix. Enfin, je sais plus, c'est pas grave, ça reviendra. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Oui, ici. Bonjour. Super Bonjour. Projet, j'aime beaucoup. Deux questions qui sont un peu liées. Du coup, quel type c'est quoi les profils des travailleurs handicapés avec qui vous travaillez? Et la deuxième question, c'est comment est-ce qu'on arrive à ce genre de démarche? Et en gros, c'est quoi votre histoire avec le handicap? Du coup, le handicap, c'est vraiment mental et psy. Donc c'est vraiment les personnes en ESAT. Et après, comment on en est arrivé là? Je rebondis sur aller un peu plus loin. Ils sont en ESAT et du coup, en fait, c'est vraiment... Nous, on sait faire des biscuits et on ne sait pas gérer le handicap. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est mis dans un ESAT et qu'on fait de la co-traitance. C'est qu'on n'est pas capable de gérer le handicap. Par contre, c'est le métier des aides médico-sociaux et c'est ce qu'ils font. Donc en fait, l'ESAT fait vraiment la partie médico-sociale, accompagnement professionnel, suivi psychologique. Et nous, on va vraiment les former sur les métiers de la biscuiterie. Pardon, je te laisse continuer. Ouais, non, c'est ça. Et après, pourquoi on en est arrivé là? Comme disait Louise tout à l'heure, on s'est rencontrés toutes les trois dans une association qui œuvrait pour les personnes en situation de handicap. Nous, on est 3 ingénieurs agroalimentaires de base et on a été recrutés pour un projet agroalimentaire dans des ESAT. Et là, on s'est vraiment rendu compte du manque d'activité dans ces structures-là. Et on s'est dit que c'était vraiment dommage parce que en plus on voyait vraiment quand on allait en ESAT et qu'on les voyait jouer au Uno et qu'on leur expliquait ce qu'on faisait, on voyait vraiment leur intérêt. Ils voulaient vraiment venir faire des biscuits et quand on a vraiment commencé l'aventure entrepreneuriale et qu'on a commencé à faire des biscuits dans une halle technologique d'une école d'ingénieurs à Nantes, on faisait venir 3 personnes en situation de handicap avec nous et quand on allait dans cet ESAT-là, tous leurs collègues venaient nous voir en disant est-ce que moi aussi je peux venir faire des biscuits? Est-ce que moi aussi je peux venir faire des biscuits? Malheureusement, il fallait une certaine autonomie pour aller jusqu'au lieu et des fois savoir rentrer aussi de chez eux la nuit. Donc on avait les plus autonomes et là on s'est dit il y a vraiment un souci, il faut vraiment qu'on se mette à l'intérieur des ESAT pour pouvoir toucher le maximum de monde et toucher du coup les travailleurs qui voulaient venir sur l'activité parce qu'on trouvait ça dommage d'avoir que 3 personnes qui venaient malheureusement. Voilà. D'autres questions? Ok. Je pense qu'on vous a tout dit. Je ne sais pas si vous avez d'autres... Qu'est-ce qu'on peut vous raconter d'autre? Du coup, on fait des super biscuits. Là, on va essayer de se lancer dans la gamme de moelleux. C'est beaucoup plus complexe avec le handicap, donc on espère y arriver, mais on n'est pas encore complètement sûr. Et peut-être plus sur les images.
Oui. Ouais. En fait, là tout à l'heure, ce qu'on vous expliquait sur le premier atelier, donc on est à côté, donc du coup on achète les matières premières, c'est nous qui avons acheté les machines, on a une responsable prod qui est sur place, donc du coup on est quand même souvent à l'ESAT. Là pour l'essaimage, donc faire le projet dans d'autres régions, le schéma va être différent. En fait, il faut que les ESAT soient un peu plus autonomes, que ce soit les ESAT qui achètent les matières premières, qui achètent les machines. Nous on vient les former sur l'activité biscuiterie, on leur donne nos recettes pour qu'après ils puissent fabriquer pour nous, et nous du coup on a juste à racheter un paquet des biscuits qu'on revend derrière. Donc le schéma est un peu différent, mais ça leur permet aussi d'avoir d'autres clients que nous. Et en plus, eux, ils ont des subventions pour acheter des machines. Nous, on peut pas apporter les investissements de toutes les ESAT. Malheureusement, on est trop petite pour ça. Donc voilà, je pense que je vais rajouter. Ouais, donc du coup, l'idée, c'est vraiment d'essayer de dupliquer le modèle. On a vu qu'il y avait des industriels qui savaient le faire et qui l'avaient fait, donc on va aller les rencontrer pour voir comment faire sans se griller les ailes, parce que le tout c'est de dupliquer le modèle sur un territoire, mais si nous on n'est pas là, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc c'est notre gros enjeu là des années à venir, c'est comment dupliquer le modèle tout en gardant les valeurs, tout en s'assurant qu'il y a un bon goût qui soit similaire sur les différentes régions. Donc on a plein de sujets. Donc si jamais vous avez vécu ça, n'hésitez pas à venir nous voir, on a plein de questions pour vous. Oui. Oui, donc pour le moment, on vend dans les magasins bio, Sobio, Bio C'est Bon, Biocop, Naturalia. On vient d'ouvrir en local, on est autour de Nantes, les grandes surfaces, donc les U, Leclerc, Inter, Carrefour. Là, on va être au national chez U à partir du mois de mars, parce qu'ils vont faire un petit meuble à impact, avec plein de marques à impact, et donc on aura la chance d'être mis en avant à travers ce dispositif. Et sur notre site internet, quignon.fr. Voilà, je vous en prie. Et n'hésitez pas pour les entreprises de commander en direct si vous voulez, pour soit CE, soit des cadeaux pour vos salariés, pour des pauses déjeuner par exemple, des pauses goûter. Et on fait aussi des ateliers gaufres. Je rebondis. Des ateliers gaufres, on vient du coup en entreprise avec des travailleurs de l'ESAT, et on vient faire des gaufres à partir d'un vendu de pain pour montrer tout ce qui est possible aussi. Donc c'est vraiment pour prendre la parole sur l'anti-gaspi et le handicap, donc sensibiliser les salariés à ces sujets-là. Et vas-y, je sais ce que tu vas dire. Non. Et du coup, il y a une semaine, c'est au mois de novembre, où il y a la semaine de l'anti-gaspi et la semaine du handicap. Et donc ça correspond, c'est notre semaine, quoi. La semaine de l'Anti-Gaspi, il faut nous appeler. Et dernière information aussi, donc pas du tout liée à ça. Donc là, du coup, dans les enjeux des années à venir, donc on vous a parlé de l'essaimage, et on est en train de se poser beaucoup de questions sur faire d'autres recettes, parce qu'on a commencé avec le biscuit. Et en fait, on a de plus en plus d'industriels qui viennent nous voir avec d'autres coproduits. Donc on a des éclats de gaufres, des éclats de crêpes, des coques de macarons, des billes de chocolat, c'est des mini M&M's de chocolat qui sont évincés parce que la cacahuète est trop petite. C'est des matières qui sont ultra sexy. Et en fait, notre idée, c'est de dire, mais comment on peut faire de l'anti-gaspi avec ces matières qui sont vraiment nobles et vraiment bonnes, sans avoir le côté négatif de l'anti-gaspi. Parce que quand on dit anti-gaspi, les gens, et handicap en plus, encore plus, les gens se disent, ok, anti-gaspi, c'est sorti des poubelles, handicapés, ils ont craché dedans. On a déjà eu des remarques comme ça. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, en fait, non, on est capable, en ayant nos valeurs, de faire des produits qui sont bons et qui plaisent. Et en fait, l'idée, c'est de redonner ces lettres de noblesse à l'anti-gaspi en faisant des produits un peu plus sexy. Donc là, on a commencé avec le biscuit. Mais Alix, elle travaille sur des super recettes de petit-déj, par exemple, avec ses coproduits qui sont extraordinaires. Mettre de la coque de macaron, ça envoie du rêve un peu quand même. Donc l'idée, c'est comment faire de l'anti-gaspi quelque chose de sexy. Donc c'est aussi nos enjeux à venir. Oui. Voilà. Merci.